Au nom du comité d'organisation du Salon international du livre de montagne, on fête cette année la 34e édition. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et souhaiter la bienvenue à nos amis valdôtains qui nous font l'amitié de revenir à Passy pour nous parler du Mont Blanc et du Mont Blanc sans frontières. On sait que le Mont Blanc est un symbole de grandeur, mais aujourd'hui, j'espère, un symbole de fraternité. En tout cas, il est le point de convergence de cultures à la fois proches et lointaines, de cultures qui ont été semblables, puisque le Mont Blanc a eu une histoire commune entre les différentes vallées. Et en tout cas, cette histoire du Mont Blanc est particulièrement riche parce qu'elle a évolué au cours du temps. Et elle est amenée aussi à voir des rebondissements s'organiser du fait des modifications du climat, par exemple, du fait de la construction européenne, d'autre part. C'est un lieu emblématique, donc un repère qui est à la fois immuable et éminent, qui est maudit et glorifié. Il excite la convoitise des sportifs, des alpinistes, il excite aussi la convoitise l'intérêt des juristes quant à sa définition en droit, en pratique, et il est un point d'équilibre qui évolue en fonction de... Il est un point d'équilibre qui évolue en fonction de l'histoire. En fonction de l'histoire et en fonction, je l'ai dit, de l'évolution du climat. Donc, pour parler du Mont Blanc, donc la montagne sans frontières, nous recevons donc aujourd'hui Roberto Louvain et Michele Vellano qui ont déjà participé à une rencontre il y a 2 ans où est venue, où a émergé l'idée de ce livre. De ce livre qui est paru dans une édition italienne et qui va bientôt être traduit en français. Bruno Berthier, qui est professeur de droit à l'Université de Savoie, y a largement contribué. Robert Louvain est juriste, professeur de droit constitutionnel comparé. Michele Vellano est professeur de droit international. Bruno Berthier, professeur d'histoire du droit. Et François Garde, qui est le créateur de ce salon du livre, est lui aussi juriste, et il nous parlera tout à l'heure de ce qu'est la notion de frontière. En effet, le Mont Blanc se partage, ou non, on le verra, entre 2 pays. En a-t-il été toujours dans l'histoire? Est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire? Est-ce que c'est amené à évoluer en fonction de l'évolution de la construction européenne? Toutes ces questions, on va pouvoir y répondre tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais demander à Robert Louvain comment est venue l'idée de ce livre et pourquoi un tel intérêt pour des juristes pour le Mont Blanc. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 ans, ça marche pas. Ça marche mieux. Voilà. Il y a 2 ans, 4 jours, exactement à 7h, on discutait avec François Garde et Michele Vellano autour de la dispute qui a séparé l'Italie et la France quant à la titularité de la souveraineté sur le sommet du Mont Blanc. Et le sujet n'avait été jusqu'à ce moment-là que défriché par quelques auteurs, hormis des approfondissements du côté savoyard par Paul Guichonnet, marqué il y a une quinzaine d'années la littérature en la matière. Du côté italien, un couple, famille piémontaise, Aldobrandi, a longtemps étudié cette question, mais finalement, il y a une seule chose sur laquelle on était d'accord, c'est qu'il y avait des accords. Et il fallait, à notre avis, c'est un peu dans le sillon, dans la lancée, la foulée de cette conférence qu'on s'est dit avec Michele, allez, il faut aller plus loin. Il ne faut pas en rester à la dispute, il faut voir ce qui existe réellement autour de cette question
comment est née cette frontière, quel sens lui ont attribué les deux États, comment ils se sont battus par les instruments du droit pour affirmer l'une ou l'autre thèse, et de quelle façon on pourra dépasser ce stade d'indifférence, d'un conflit, et aboutir à quelque chose qui serait finalement beaucoup plus naturel, puisque nous considérons que le Mont Blanc n'est pas une pierre à séparer en deux, à couper en deux comme une poire. C'est un ensemble vivant, c'est un écosystème. C'est un écosystème culturel, une tradition commune, une histoire partagée. Et il s'agit aujourd'hui de recréer un peu ce cadre juridique de solidarité, ce qui est en train de se faire, heureusement. Ce qui s'est fait grâce aux grandes œuvres qui ont marqué le massif du Mont Blanc et notamment les remontées et le tunnel, qui ont ouvert une façon différente de partager cette montagne. Donc nous estimons que le droit peut aujourd'hui interpréter, relire cette histoire, ouvrir des perspectives nouvelles et surtout, nous en parlera tout à l'heure, offrir des outils intéressants pour faire avancer cette idée d'une montagne sans frontières. Le titre italien est « Montagne senza confini ». Le titre français, hypothétique, serait « Une montagne sans frontières ». Ce serait, à mon sens, plus conséquent. Et on va peut-être en discuter tout à l'heure avec François, puisque ce qui est à gommer, ce sont des frontières innaturelles, artificielles, à estomper quand même, si ce n'est à anéantir. Et il s'agit pour ce faire de maintenir la naturalité de certains confins qui existent malgré tout, en altitude, en différence culturelle, en pluralisme d'expression. Nous avons une chance extraordinaire, nous vivons au cœur de l'Europe dans un endroit merveilleux. Il s'agit de ne pas en faire, comme il en a été le cas il y a 80 ans, un sujet de dispute militaire, de confrontation symbolique qui ne permettrait pas finalement aux nouvelles générations d'avoir une vision nouvelle sur le territoire que nous habitons et que nous souhaitons faire évoluer, surtout à travers les difficultés que nous vivons aujourd'hui du fait du défi climatique. Voilà, c'est pour dire que ce livre est un peu le fils du salon du livre. Le salon, c'est de l'autre côté. Ici on bavarde, mais les exposants sont de l'autre côté. Ils nous offrent chaque année des opportunités et ils nous mettent en contact. C'est un peu la magie de ce salon et nous en avons largement bénéficié. Merci Roberto. Il n'y a pas de contrôle des naissances au Salon de Passy et beaucoup d'ouvrages sont effectivement nés de rencontres et d'échanges au cours de ces 34 années de participation des uns et des autres à ce salon. Alors on sait que les montagnes apparaissent comme des remparts, parfois infranchissables, ce sont aussi des voies de passage. Cela suppose donc la séparation entre les territoires, mais c'est ce qui amène à penser que la frontière est un concept artificiel. Par définition, toutes les frontières sont artificielles. Quand on parle de frontières naturelles pour évoquer telle chaîne de montagne ou tel cours d'eau, c'est une construction intellectuelle qui repose en général sur un projet politique. La seule frontière naturelle, semble-t-il, c'est la mer, et encore, lorsque le roi d'Angleterre se rappelle les ducs de Normandie, on voit bien que la mer n'est pas une frontière aussi évidente que ce qu'il y parle. Donc oui, le Mont Blanc, montagne sans frontières, je me suis demandé d'ailleurs l'intitulé du titre de cette rencontre, si ça n'était pas d'abord une réalité ou un rappel historique. Le Mont Blanc
n'est pas une frontière au temps de l'Empire romain. Il ne l'est pas davantage du temps de Charlemagne. Et lorsque le duché de Savoie se constitue au XIVe, XVe siècle, c'est le portier des Alpes, il a deux capitales, Chambéry et Turin, et il joue un rôle de bascule dans les équilibres européens pendant toute la période classique et un peu au-delà. Et le Mont Blanc était simplement le point culminant de ce pays. Bon, ensuite, le duché de Savoie a mangé l'Italie. Et en compensation, les deux départements que nous connaissons ont été rétrocédés à la France. Et là, le Mont Blanc est devenu une frontière. Mais c'est récent, c'est 1860. Auparavant, ça n'avait pas de sens. On peut aussi rappeler, je parle sous le contrôle de nos amis valdôtains, qu'en 1944, il y a eu des idées de la part de Valdôtains de dire que ça serait quand même plus logique qu'on soit rattaché à la France. Les Américains, ce n'était pas leur sujet, le général de Gaulle n'a pas vraiment poussé, et ça ne s'est pas fait. Mais si ça s'était fait, eh bien, la frontière aurait été en bas de la vallée avec le Piémont. Donc l'idée que la frontière est une frontière naturelle est une idée qui n'a pas de sens. Ce qui est naturel, c'est l'obstacle physique que cela représente pour la circulation des hommes et des marchandises. Quand on est en vallée d'Aoste, c'est plus simple de suivre la Loire et de sortir sur Turin ou Milan. Quand on est ici, c'est plus simple de suivre l'Arve et de débarquer d'aller sur Genève ou sur Grenoble ou sur Annecy. Même si, ou sur Chambéry, même si on se gargarise, notamment dans les propos introductifs de la brochure du salon, du fait que les montagnes rapprochent, c'est une contre-vérité. Les montagnes, elles séparent. Lorsque la neige tombe sur les cols, eh bien, ça devient très compliqué, en tout cas de manière historique, d'aller de l'autre côté. Alors bien sûr, il y a un grand événement qui a rapproché les deux côtés, c'est la création du tunnel du Mont Blanc. Mais le fait que le Mont Blanc soit une frontière, je dirais, le Mont Blanc c'est d'abord un obstacle à la circulation. Une goutte d'eau qui tombe sur le Mont Blanc, si elle tombe un peu à droite, elle va partir vers la plaine du Pô, si elle tombe un peu à gauche, elle va finir dans le Rhône. C'est aussi simple que ça. Donc après, les hommes, autour de cet obstacle, construisent, à partir de cet obstacle naturel, construisent des obstacles juridiques, ou au contraire, les effacent. Et c'est cette dialectique, je crois, qui nous rassemble ce matin. Alors, au cours de l'histoire, compte tenu de l'évolution, des conquêtes, des appropriations de l'espace par les uns ou les autres, comment a pu évoluer cette notion d'appartenance du Mont Blanc? Et au cours de l'histoire et de l'histoire du droit, peut-on avoir une réponse pour savoir à qui appartient? Merci. Alors, il y a une dimension évidemment institutionnelle, juridique, dans cette question de la délimitation donc de la frontière sur le Mont Blanc à l'époque récente, mais si l'on remonte le cours des siècles, il faut bien comprendre que le Mont Blanc n'a non seulement jamais été un problème, parce que cet obstacle cet obstacle gigantesque dont il a été fait allusion à l'instant, il était un obstacle que l'on se gardait bien pour les populations locales d'éviter, et surtout d'éviter de le gravir. Les glacières, les monts maudits ne font leur entrée dans l'inconscient collectif des Européens, et donc des populations locales, qu'à la charnière de la Renaissance et du début des temps modernes, et c'est plutôt même le XVIIe, le XVIIIe siècle, qui voit apparaître cette finalement intérêt pour ces obstacles géologiques, et notamment celui que représente le Mont Blanc, qui barre notamment la route de l'Italie à cette gentry britannique qui invente le tourisme à l'occasion de la mise en place du Great Tour of Europe, et qui va s'enticher. On se souvient ici, évidemment, dans la vallée de l'Arve, du passage de Wyndham, de Pocock dans les années 1740-1745, qui littéralement invente la mer de glace en réalité,
sur le plan juridique et cartographique, pour appuyer mon propos, pour vous montrer à quel point le Mont Blanc n'est absolument pas un problème à cette époque du début du XVIIe siècle, quand Hondius et Jean de Bleu gravent les cartes de l'Atlas de Mercator, donc dans les années 1620-1630, la carte du Sapodia de Catus, du duché de Savoie, qui est une des provinces de cet ensemble des anciens États de Savoie à l'époque. Donc cette carte, eh bien, elle omet la représentation du Mont Blanc. À la place du Mont Blanc, il y a une plaine. Et donc, voilà, aucune représentation. Alors, à cette époque-là, bien sûr, hein, vous vous rappelez de ces vieilles cartes, on n'a pas de courbe de niveau, enfin, la science de la géographie est encore balbutiante et on représente les montagnes un peu comme des taupinières. Et bien, sur la carte de l'Atlas de Mercator, sans doute la plus célèbre carte du duché de Savoie, donc du début des temps modernes, le Mont Blanc n'existe pas. Il faudra attendre la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, pour que les cartes deviennent un petit peu plus précises et qu'on voit donc un amas de montagnes avec l'appellation de glaciaire apparaître sur les cartes de la fin du XVIIIe siècle. Alors, dans ce contexte-là, il faut rappeler aussi que sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, donc les géographes, les topographes militaires et les juristes vont essayer, dans cette Europe baroque où les équilibres géopolitiques sont mouvants, de trouver des moyens de délimitation un peu fiables pour asseoir les frontières. Et à la fin du XVIIe siècle, dans le contexte des traités d'Utrecht, de Westphalie, enfin, qui ont beaucoup, puis de la guerre de 30 ans ensuite, qui ont beaucoup remodelé les frontières européennes, on va se dire que peut-être il serait intéressant de trouver un système géopolitique qui puisse être reproductible. Et c'est à ce moment-là qu'on va inventer le système des eaux pendantes. On va se dire, ben, finalement, on va fixer dans les régions montagneuses, si possible, la frontière sur des lignes de crête qui sont en fait représentatives de la ligne de partage des eaux. Alors il y a des premières, dans notre région alpine, mais un petit peu plus au sud, il y a des premières tentatives qui sont réalisées avec des échanges de territoires au tout début du XVIIIe siècle, dans la région que Michael et Roberto connaissent bien, dans la région des Escartons, que l'on qualifiait de dauphinois à l'époque. On a en 1713 donc un échange de territoire entre le roi de France et puis le duc de Savoie, et le principe là de la délimitation sur la ligne des eaux pendantes est mis en place. Mais le premier traité international, de droit international, qui véritablement va systématiser cette logique des eaux pendantes, eh bien c'est le traité de Turin. Alors pas celui de 1860 à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure. Il y a deux traités de Turin à 100 ans d'intervalle. C'est le traité de Turin de 1760, suite à l'affaire Mandrin, au problème de contrebande. Eh bien l'enlèvement de ce fameux dauphinois, contrebandier notoire qui avait un peu défié les pouvoirs publics en France. Donc Mandrin en 1755 est enlevé en territoire savoyard par des barbouzes français, on peut dire les choses comme ça, et le retentissement est immense et les relations diplomatiques sont rompues entre les deux royaumes, puisqu'entre-temps les princes de Savoie sont devenus rois de Sardaigne. Et donc on décide de rectifier les frontières sur le cours du Rhône, sur le cours du Lier, et puis dans les régions montagneuses, sur cette fameuse ligne de partage des eaux. Et on peut dire que le traité de Turin de 1760, c'est le premier traité qui, de manière systématique, prend ce critère pour la délimitation frontalière. Alors à cette époque du XVIIIe siècle, évidemment, il a été rappelé à l'instant, le Mont Blanc qui commence à devenir un objet de curiosité, un objet touristique majeur, il est au cœur même de ces États de Savoie, de ce royaume de Sardaigne, que sont devenus ces États de Savoie, en vertu de la titulature politique de l'époque, depuis 1718.
au mieux, à la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Victor Amédée II dans un premier temps, puis surtout sous le règne de Charles-Emmanuel III, alors que les circonscriptions administratives de l'intérieur donc du royaume sont redécoupées, eh bien au mieux le Mont Blanc sert d'appui sur donc le plan cartographique pour la délimitation interne des provinces d'un même royaume. Donc le duché d'Aoste et le duché de Savoie confinent au sommet du Mont Blanc à cette époque-là, dans les cartes du théâtrum savoyais, et dans les cartes postérieures qui sont donc rééditées à la suite du théâtre. Donc la question de l'appartenance du Mont Blanc se pose une première fois en 1792, quand la soldatesque française donc révolutionnée envahit le duché de Savoie sans pouvoir mettre pied en Val d'Ost. Voilà, les topographes militaires français ont tendance déjà à vouloir s'approprier le Mont Blanc, qui devient un objet symbolique. Vous vous rappelez que à la tribune de la Convention, celui notamment qui rapporte le projet de l'annexion du duché de Savoie à la France, c'est un certain abbé Grégoire, qui est l'un des chantres justement de cette idée des frontières naturelles. Et dans un discours célèbre, Grégoire dit, voilà, mettons 2 canons sur Consigny, 2 canons sur Saint-Bernard, et la frontière est bouclée, puisque le général Hiver, 6 mois par an, se charge d'empêcher des soldats, quels qu'ils soient, de franchir l'obstacle. Et puis c'est en 1798, avec donc la première campagne d'Italie et les premières possibilités pour les Français de revendiquer des territoires donc de l'autre côté de la ligne de partage des eaux, et bien qu'arrive cette question donc de la propriété française, de l'appropriation française du Mont Blanc. Alors les cartes de l'époque qui sont dressées à l'époque révolutionnaire et à l'époque napoléonienne, c'est très curieux, mais elles ne sont pas très précises. À cette époque-là, à partir de 1798-1800, de toute façon le Val d'Ost, comme une partie du Piémont, du Milanais, ils sont départementalisés, ce sont des départements français. Donc voilà, la question ne se pose pas. Et puis, voilà, ça, ce sont les cartes de 1800 qui montrent, avec un petit peu plus de réalisme que les vieilles cartes que j'évoquais tout à l'heure, la frontière du Mont Blanc. Et là, on a une carte qui respecte peu ou prou la ligne de partage des eaux. Alors il va en aller tout autrement, évidemment, suite à la restauration des États de Savoie à partir de 1814-1815, puisque là cette question de la propriété du Mont Blanc une nouvelle fois ne se pose plus qu'en interne au sein du royaume de Sardaigne pour la délimitation administrative des différentes provinces. Et c'est à cette occasion que sont réalisées ces cartes-là, et notamment, voilà. Alors, je te laisse présenter la topographie, Michael, et puis je reprends. Okay. Là, c'est la carte, si vous voulez, la plus importante de ces différents à ce moment-là, parce que c'est la carte qui a été mise ensemble, la convention de délimitation et la délimitation de la cession de Savoie et Nice à partir du royaume de Savoie à la France. Et donc il y a seulement plus cet exemplaire, parce qu'il y avait 2 exemplaires, un c'était conservé à l'archive d'État à Turin, et l'autre c'était au Quai d'Orsay, dans l'entre d'Orsay à Paris. Mais du côté français, on a dit qu'il a été disparu pendant l'occupation naziste, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas vu les exemplaires du côté français. Et là, si vous voulez voir, il y a la délimitation sur le partage rouge qui passe, si vous voulez. Il arrive juste ici. Ça, c'est le Mont Blanc de Courmayeur.
Donc il arrive par là et repart par là. Mais comme vous le voyez, là c'est le sommet du Mont Blanc, avec le passage rouge. Et ça c'est la map qui est liée au traité de gestion de Nice-Savoie à la France. Et c'est à partir de ça qu'il arrive après ça. Et donc la recherche qu'on a fait avec l'équipe des chercheurs de l'Université de Turin, mais aussi de l'Université de Reims, c'est effectivement de retrouver cette map extraordinaire, parce que c'est une map qui prend toute la table. Imaginez une map de toute la table, un pergamen désigné à main avec les couleurs, et c'est incroyable parce que vous avez le glacier qui était dans les 1860 et qui arrivait près de villages. Et ils sont disparus pendant les années. C'est terrible de voir la différence qu'il y a maintenant et qu'il y avait dans l'époque du traité. Et après ce passage, et donc du point de vue du droit international, c'est la map essentielle pour le différent. Okay? Mais après ça peut être une autre histoire qui nous va expliquer pour nous. Donc vous l'avez compris, hein, les documents contradictoires de négociation du traité qui sont établis en 1860 montrent très nettement qu'à cette époque-là, donc le gouvernement français et le gouvernement sarde, piémontais, donc sont d'accord pour fixer la frontière, la délimitation frontalière au sommet du Mont Blanc. Mais 1860, le tourisme bat son plein, le Mont Blanc devient un emblème, et pour la fierté nationale française, les Français vont tenter, sans en faire mine, mezzo voce, hein, de s'approprier en réalité le Mont Blanc. Et ce sont les topographes militaires qui vont dresser des cartes, finalement, en changeant complètement donc, la délimitation qui avait été opérée par les plénipotentiaires donc, en 1860. Et vous voyez sur cette carte du capitaine du génie Miolet, donc dans les années 1880, eh bien que le redan que vous montrez, Mickaël, et jusqu'au Mont Blanc de Courmayeur, a été singulièrement agrandi pour que la cime effective du Mont Blanc, il y a quelques mètres de différence entre l'altitude du Mont Blanc de Courmayeur et l'altitude du Mont Blanc, pour que le dôme en réalité glaciaire du Mont Blanc eh bien, bascule complètement du côté français. À cette époque-là, donc le jeune royaume d'Italie qui vient seulement de terminer son unité, enfin, ça a été compliqué, hein, enfin nous y sommes. Voilà, il y avait d'autres préoccupations, et finalement, eh bien le royaume, le jeune royaume, n'a pas protesté en réalité hein, contre ces prétentions qui étaient sibylline de la part du gouvernement français, je pèse mes mots pour ne pas être trop outrancier, hein, sans en faire mine, on a progressivement occupé le terrain, tout au moins cartographique, parce que même si des expéditions d'alpinistes y montent de plus en plus régulièrement, à cette époque-là, sur le sommet du Mont Blanc, Vallon n'y a encore pas installé son observatoire, enfin, il y a encore assez peu de monde au Mont Blanc à cette époque-là. Voilà ce que l'on peut dire, peut-être, Mickaël, et tu prends la suite, parce que ensuite on est dans les revendications et dans la naissance d'un contentieux juridique beaucoup plus urticant parce que récent et qui met en tension donc des enjeux complètement actuels. Oui, merci. On avance dans une carte. Mais je crois que c'est vraiment pas important de vous proposer les arguments qu'on a posés par les deux États à ces sujets, mais c'est sûr qu'en effet, ce sont des positions différentes entre le gouvernement français et le gouvernement italien. En principe, on dit que pour le gouvernement italien, le sommet c'est partagé en deux, et pour le gouvernement français, le sommet c'est tout territoire français. Et on a donné aussi des explications
d'effectivité, c'est-à-dire que le gouvernement français a dit que pendant plusieurs années, jusqu'à plus d'un siècle, il y avait des effectivités de côté français sur le sommet. Mais en effet, dans les différents États, on considère que l'effectivité, ce n'est pas un titre juridique pour prendre la possession du territoire d'une façon définitive. C'est pour cette raison que, même aujourd'hui, il y a des questions entre des sécurités, des sécurités pour les alpinistes, et là c'est le problème, si vous voulez. Mais on peut avancer avec l'image après, s'il vous plaît. La prochaine image, s'il vous plaît. Elle est là. Ah, ok, ça va, c'est ça. Parfait. Parce qu'en effet, nous tenons vraiment de vous partager ce que la proposition qu'on va faire avec les livres, et c'est un grand plaisir de les faire ici au salon, parce qu'en effet, comme a dit Roberto, l'idée de l'université est partie du salon. Et quelle est cette proposition? Cette proposition, ce serait en effet d'inscrire le sommet du Mont Blanc dans un registre particulier qui est détenu par la Commission européenne, l'Union européenne, des lieux particuliers très intéressants, l'intégration européenne. Et donc, la proposition, ce serait en effet, vous le voyez dans la carte, la partie qui fait une différence, c'est cette partie-ci, vous la voyez, de prendre le sommet de cette façon, de telle manière qu'il y a une partie qui est controversée dans le différent, il y a une partie qui est sûrement italienne, une partie qui est sûrement française, et donc considère cette zone une seule zone européenne. Donc là, c'est la proposition qu'on a cherché de faire. Il y a à ce moment-là plus ou moins 60 sites enregistrés dans la liste. Il y en a déjà 4 du territoire de la France et 2 du territoire italien. La particularité de cette proposition, ce serait d'avoir un site transnational. Et en plus, c'est un site, on l'a dit plusieurs fois, symbole, c'est le site symbole de l'alpinisme. L'alpinisme a débuté à partir de la conquête, de l'arrivée la première fois sur le sommet du Mont Blanc à la fin du XIXe siècle. Donc, nous considérons que cette proposition, ce serait une façon très à l'amiable de fraternité entre deux pays qui sont deux pays fondateurs de l'Union européenne, qui sont deux piliers de l'Union et de l'intégration européenne. Et donc, ce serait une proposition dans l'esprit de la montagne. Donc, de montagne qui unit et qui n'est pas de séparation. Et ce serait très aimable pour nous de renouveler cette proposition ici, à Passy, au Salon de la Montagne, parce qu'on considère que ce serait un petit pas, si vous voulez, mais significatif, dans la direction de l'intégration européenne. Et donc ça, c'est notre proposition qu'on fait d'une façon, si vous voulez, un peu utopique, si vous voulez, mais il faut bien sûr la volonté des deux parties, la volonté politique des deux parties, mais aussi la volonté des populations des territoires qui sont intéressées du sommet du Mont Blanc. Ce n'est pas seulement une question de différents États, c'est plutôt une question qui intéresse la population qui est résidente ici. Comme pour compléter, l'argument français, mais fallacieux, hein, qui a été invoqué pendant de très très nombreuses décennies et qui est donc un peu moins invoqué maintenant, l'argument français en faveur de la délimitation contraire au traité de 1860 et au document cartographique élaboré l'année suivante. Donc c'était de dire que depuis
la frontière devait être fixée sur le point que l'on pouvait voir au sommet donc, de ce massif depuis la vallée. Or c'est vrai que quand on est notamment après Saint-Didier, quand on est à Courmayeur, on ne voit que le Mont Blanc de Courmayeur, on ne voit pas quelques mètres en arrière, donc le véritable sommet du Mont Blanc, alors qu'on peut le voir depuis Chamonix. Argument complètement fallacieux, mais c'est vrai que c'est un élément du texte qui apparaissait dans les rapports des négociateurs, en réalité, des topographes qui avaient décidé de cette délimitation. Je crois que le gouvernement français a un peu oublié aujourd'hui cet argument. Ici, on voit bien à travers vos allocutions respectives que la géographie conditionne l'histoire, qui elle-même nourrit le débat juridique et entraîne des actions politiques. Et l'utopie dont parlait Michele devrait pouvoir avoir malgré tout des implications pratiques, parce qu'il y a eu des constructions politiques ou juridiques, je ne sais pas comment les définir exactement, que ce soit les collaborations transfrontalières, que ce soit l'espace Mont-Blanc, qui permet de trouver justement des points de convergence, notamment sur des éléments fédérateurs comme la culture ou l'environnement. Mais il peut y avoir des limites à cette collaboration transfrontalière. Et il me semble qu'il y a 2 ans, Roberto avait mis en évidence les difficultés qu'il y avait pu y avoir en termes de sécurité, notamment au niveau du tunnel. Absolument. Et c'est si tu veux, la deuxième et la troisième partie de notre ouvrage qui est fondée sur une idée différente du droit. Ce n'est pas le droit international qui doit établir des souverainetés respectives, mais c'est le droit de l'environnement en particulier, pour une part, et le droit de la coopération pour des finalités humanitaires, de soutien aux populations, ainsi de suite. Et là, c'est une toile d'araignée qui s'est étendue sur toutes les Alpes à travers une série de documents de nature internationale. Il y a des documents qui ont une portée beaucoup plus large que celle de l'arc alpin, mais il y a aussi une série d'instruments internationaux, notamment la Convention des Alpes de 1991, qui ont marqué une étape fondamentale. C'est l'idée que les 8 États qui ont en partage l'arc alpin ont une responsabilité commune dans le maintien de cet habitat naturel extraordinaire, ce patrimoine formidable, et ont des devoirs de coopération. Et c'est donc une perspective totalement différente que celle de la revendication. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de coopération nécessaire. Et ce que nous a enseigné le droit de l'environnement, qui est une discipline très récente finalement, qui n'a surgi qu'il y a une trentaine d'années, c'est que les frontières, au point de vue politique, n'ont aucune valeur. Un chamois n'a pas tellement d'intérêt à s'arrêter à la frontière, l'expansion d'une forêt. Un nuage radioactif. Absolument, absolument. S'il y a une chose qui quand même a une signification de liaison avec le discours qui était fait tout à l'heure, et que tu as évoqué, Bruno, celui des eaux pendantes. C'est ce qu'on appelle au niveau européen la théorie du bassin versant. Et donc maintenant, il y a une reconstruction de régions administratives pour la gestion des eaux sur une base naturelle encore. Et là, de ce côté-là, nous sommes séparés. Il n'y a pas d'histoire là-dessus, mais c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire oublier que la source est commune. Et le réservoir naturel qui est au-dessous du Mont Blanc, qui est énorme. Nous sommes là sur l'endroit qui contient la plus grande quantité d'eau douce de l'Europe occidentale. Et tous nos États s'abreuvent à cette source. Il ne faudrait pas qu'une guerre soit lancée de la part
des États, des collectivités locales, des entreprises, des milieux agricoles pour venir avec leur petite courte paille à cette source sans qu'il y ait une régulation, sans qu'il y ait une protection de la nappe et que l'on l'économise intelligemment et qu'on fasse un bon emploi de cette ressource qui est, je répète, une ressource commune. Les tours d'eau dont on a beaucoup parlé dans le temps sont quelque chose qui est à protéger, à gérer en commun. Donc, que ce soit les aspects naturels, que ce soit les aspects des ressources, que ce soit la sécurité à la montagne, tout est à gérer en commun, et des instruments comme l'espace Mont-Blanc sont fondamentaux et ils doivent être soutenus, encouragés. Et maintenant, il faudrait peut-être là aussi changer de vitesse, passer à une vitesse supérieure et avoir un instrument international, comme aujourd'hui le droit de l'Union européenne le prévoit, pour la gestion commune de ces territoires. Nous sommes, je pense, à une étape importante. Il ne faut pas revenir en arrière, malgré quelques signaux un peu inquiétants que nous avons dans la politique actuelle. Il ne faut pas que les souverainetés reprennent le pas et qu'elles empêchent d'aboutir au résultat d'une construction de systèmes communs. Finalement, et c'est là le point final de tout notre travail, le Mont-Blanc est un commun des communs. Parce qu'il n'y a que des réalités communes dans l'histoire de ce massif du sommet. Le sommet est parti, finalement, et abusivement exalté de tout ce discours, et qui est trop symboliquement introduite au dépit de l'idée de massif, le massif, et qui est une réalité non seulement franco-italienne, mais une réalité trilatérale. Le 12% de ce massif est suisse. Et là, nous avons justement voulu avoir des voix d'auteurs suisses aussi pour souligner l'importance de ce partenariat. Ce sont d'ailleurs les Suisses qui ont inventé le Mont-Blanc dans la symbolique et qui ont été le point de départ de la conquête, d'un regard sur le Mont-Blanc, et pourquoi pas aussi dans la capacité de mettre en valeur commercialement le Mont-Blanc. Et quand on parle de la griffe du Mont-Blanc, on parle finalement d'une griffe qui n'est pas française, qui n'est pas italienne, mais qui est suisse. Genevoise plutôt. Et c'est au Genevois que nous devons aussi, dans une très large partie, la réalisation du tunnel du Mont. Il ne faut pas oublier que l'histoire se joue sur un échiquier plus large et que les acteurs sont différents. Alors, si on pense que le Mont-Blanc est un territoire de convoitise et un sujet de conflit, est-ce que l'Union européenne doit être l'arbitre des élégances politiques, en quelque sorte, pour sortir cet espace privilégié du carcan des souverainetés qui se battent pour effectivement apporter leur nom à ce territoire? Bon, cette question, c'est une question en effet un peu juridique, si vous voulez. Donc, on va synthétiser, faire une synthèse, si vous voulez, de la réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le différend territorial entre la France et l'Italie, à ce moment-là, en Europe, entre des pays membres de l'Union européenne. Il y en a un autre qui est moins célèbre, si vous voulez, mais c'est peut-être plus important du point de vue économique. Et c'est le différend entre la Slovénie et la Croatie. Parce que là, il y a le problème, le différence sur la frontière dans la mer Adriatique. C'est-à-dire que la Slovénie aurait le désir, la possibilité d'arriver à la mer Adriatique, et il y a l'opposition de la Croatie pour l'empêcher sans autorisation. Et là, ce différend a été porté à l'attention de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a dit ce n'est pas ma compétence de prendre position sur une sentence
du collège arbitral. Et donc, elle n'a pas pris la décision à ce sujet. Mais on a étudié la question du point de vue strictement juridique, si vous voulez, et on a considéré qu'il y aurait la possibilité d'y aller devant la Cour de justice, théoriquement, mais à une condition, c'est-à-dire la volonté de tous les deux pays, France et Italie. Si France et Italie vont poser la question territoriale du différend devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne va retenir sa compétence, elle va jouer, elle va faire une décision sur ce sujet. Elle peut le faire à partir du traité. Mais il n'y a pas vraiment à ce moment-là la volonté politique de le faire, sûrement du côté français, peut-être du côté italien. On a considéré en général que la vraie solution juridique, on a déjà parlé avant. Ce n'est pas une sentence juridique, si vous voulez, qui va terminer la question. C'est plutôt la possibilité de considérer l'inscription du sommet d'une façon symbolique à la dimension de l'intégration européenne. Et là, ce n'est pas donc que les États doivent se référer à la Cour de justice, c'est plutôt que les États doivent se référer à la Commission européenne. C'est la Commission européenne, qui est l'ordre, si vous voulez, administratif de l'Union européenne, détient le label, la liste du patrimoine d'intégration européenne. Donc notre suggestion, c'est plutôt, pour répondre à votre demande, de ne pas porter la question à la Cour de justice de l'Union européenne, mais plutôt de porter d'une façon partagée du côté du gouvernement français, du gouvernement italien, l'inscription du sommet à la liste européenne. Là, ce serait vraiment une solution agréable et intelligente, si vous voulez, de cette question qui remonte depuis des années passées. Oui. D'abord, je voudrais rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Dans le débat politique entre la France et l'Italie, ce sujet n'est pas sur le sommet de la pile. Et il n'y a pas de tension, de rappel d'ambassadeur ou d'incident diplomatique entre Paris et Rome à ce sujet. C'est un contentieux qui est posé, qui intéresse les juristes et les diplomates, mais il n'y a pas, me semble-t-il, de carburant dans la machine pour la faire bouillir. Il y a un point de la frontière où il y a effectivement une différence d'appréciation entre les deux pays. Et moi, je voudrais faire une comparaison, parce qu'on a parlé d'utopie. Alors, si je mets ma casquette de romancier, moi, les utopies, j'aime beaucoup. Et il y a une utopie un peu du même genre, dans un paysage de glacier, que je voudrais mettre en rapport avec ce que nous disons sur le Mont Blanc. C'est le traité de Washington de 1959 sur l'Antarctique. En Antarctique, il y a des revendications de différents pays, la France, la Norvège, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine et le Royaume-Uni. Et il se trouve qu'au moins pour la péninsule antarctique, c'est-à-dire la partie qui a l'air de vouloir toucher l'Amérique du Sud, cette partie elle est revendiquée par le Chili, par l'Argentine, également par le Royaume-Uni, au titre des îles Malouines, si je puis dire. Et donc, il y a aussi un morceau d'Antarctique qui n'est revendiqué par personne. On est également dans un territoire compliqué, beaucoup plus que le sommet du Mont Blanc, et on a une dimension infiniment supérieure. Et tout ça aurait pu donner lieu à des conflits, de même qu'il y a eu des conflits, par exemple, entre l'Argentine et le Chili pour fixer leurs frontières. Alors il y a l'arbitrage du pape qui a dit c'était soit le partage des eaux, sauf que dans des glaciers assez plats, c'est très compliqué, donc il a fallu assez longtemps, il a fallu plus d'un siècle pour que l'arbitrage du pape se traduise par une ligne sur une carte. Donc il y avait un risque. Et en 1959, période de détente relative avec l'Union soviétique, est signé ce traité qui dit que les États qui ont revendiqué quelque chose ne renoncent pas. On dit parfois qu'en Antarctique n'appartient à personne, c'est faux. Les États ne renoncent pas à leurs revendications. La France, pour sa part, revendique la terre Adélie, et la terre Adélie est un morceau de territoire français sur lequel la France, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple de la souveraineté? La France prélève l'impôt sur les habitants provisoires de la terre Adélie. Pas plus meilleure marque de la souveraineté que l'impôt.
Mais si un Italien ou un Argentin vient en terra delli, il ne paiera pas d'impôt. Parce que la France accepte que sa souveraineté ne soit pas opposable aux autres pays. Et de même, chacun des pays qui a signé le traité, pour ceux qui ont, les 7 qui ont revendiqué, ils acceptent que ça ne soit pas opposable aux autres. Donc en péninsule antarctique, un Anglais dit « je suis chez moi », il a raison. Un Argentin dit « je suis chez moi », il a raison. Un Chilien dit « je suis chez moi », il a raison. Et un Français dit ben « moi je viens et je demande l'autorisation à personne », et il a raison, parce que, encore une fois, les souverainetés ne sont pas opposables. C'est probablement plus facile dans un jeu à 7 possessionnés, plus les non possessionnés, il y aura maintenant une 60aine de pays qui ont signé le traité de l'Antarctique. C'est probablement plus facile dans 60 pays, sans oublier l'Union européenne. C'est probablement plus facile dans un jeu à 60, et avec donc maintenant plus de 60 années d'expérience, que dans un jeu à 2, comme là entre la France et l'Italie, ou à 2,5 si on fait coucou à nos amis suisses. Mais ce que je voulais dire par cette intervention, c'est que l'utopie consistant à dire il y a un différend et on le surmonte de manière positive au lieu de le trancher par des démarches juridiques ou par des conflits, ça a marché en Antarctique, donc ça pourrait être aussi une voie à suivre pour le massif du Mont-Blanc. Oui, pardon, je voulais rajouter, c'est très très intéressant philosophiquement, et ça rejoint ce que nous disait Roberto à l'instant. Donc un commun, comme celui de l'Antarctique, ce n'est pas la chose de personne, c'est la chose de tous. Et voilà, sur le plan sémantique, il y a souvent cette ambiguïté, et sur le plan intellectuel également. Mais là, en l'occurrence, la proposition qui est faite, c'est vraiment celle d'élaborer un commun qui soit la chose de tous, avec l'appropriation par toutes les populations de ce massif en faveur de ce projet. Pardon, Michel, non, je voulais juste demander, le jour où on instaurera un péage au sommet du Mont Blanc pour réguler les flux, quelle collectivité encaissera la recette? D'ailleurs, on retrouve à bas bruit cette question de la propriété du Mont Blanc dans les collectivités françaises, puisque Chamonix d'un côté, Saint-Gervais de l'autre revendiquent le fait que le Mont Blanc soit à eux, et parfois, lorsque le maire de Chamonix veut faire enrager le maire de Saint-Gervais, arrivé, il rappelle que oui, tu as les murs, mais nous avons le fonds de commerce. Et les deux cadastres, le vieux cadastre savoyard du royaume de Sardaigne et le cadastre moderne diffèrent justement sur ce plan-là, puisque le vieux cadastre semble plutôt attribuer à Chamonix la région du sommet du Mont Blanc, alors que les documents cadastraux modernes me semblent plutôt voilà, donner cette contrée-là glaciaire à Saint-Gervais. Merci. Si je puis ajouter un mot, c'est qu'il faut quand même se méfier de cette braise qui trouve sous le cendre. La roue de la fortune, des fois, fait encore quelques tours, et les situations que nous connaissons aujourd'hui, d'un équilibre relatif, de l'existence d'une superstructure fondamentale comme celle de l'Union européenne, ne sont pas des réalités établies pour l'éternité. Et les situations changent au point de vue de l'appropriation technologique. Les besoins des uns et des autres peuvent varier sensiblement. Et c'est pour cela que le droit a le devoir de préparer le terrain, de transformer ces utopies dans quelque chose de réellement praticable, gérable. Et cela d'autant plus que le discours d'établir un patrimoine commun est une très belle idée d'un point de vue général, mais elle doit revenir au sens propre du mot commun. Cum, munus. Il y a un devoir commun, nous avons un devoir ensemble. Et donc de faire reculer l'idée de la souveraineté au point de vue de l'appropriation, de l'imposition, et de faire avancer l'idée les Anglais appellent ça le stewardship, le gardiennage d'une responsabilité presque parentale sur ce bien qui est en commun et qui doit le rester. C'est la construction d'un outillage nouveau qui est en cours de notre part. Je trouve passionnant les reconstructions historiques parce qu'elles nous font comprendre
d'où nous venons, de quelle façon nous pouvons évaluer, mais nous avons un devoir d'imagination, de faire évoluer un droit de la montagne qui est aujourd'hui un droit pour les écosystèmes de la montagne et non pas simplement un droit qui s'occupe du partage, de tracer des lignes. Il y a une évolution technologique qui nous permet aujourd'hui d'avoir des représentations du territoire extrêmement plus précises que celles des cartes géographiques. Nous sommes déjà sortis depuis longtemps de cette vision à 2 dimensions. Nous avons la profondité, nous avons la température, nous avons la qualité de la roche. Il y a quelques pages dans le livre qui ont été écrites par notre ami Pierre Christ, qui est géologue suisse, et qui sont extraordinaires. Moi, j'ai découvert qu'il y a en dessous du Mont Blanc quelque chose de formidable, fantastique. Je ne voudrais pas que ça intéresse d'une façon un peu maladroite quelqu'un à l'avenir. Il faut préserver autant que possible tout ce patrimoine et il faut savoir l'entretenir, il faut savoir le mettre en valeur de la façon la plus intelligente. Donc nous avons un droit qui se doit de réagir aujourd'hui, un droit qui doit regarder un peu plus loin et qui doit tracer un peu la voie. Nous ne sommes pas là en tant que juristes uniquement pour servir le patron, que ce soit l'État, que ce soit le titulaire de richesse ou de fonds ou de commerce. Nous sommes là pour construire un cadre de vie qui soit plus viable à l'avenir. Et donc, nous sommes partis d'un différend, nous sommes partis d'un conflit pour aboutir à une idée de fraternité réelle, pas seulement imaginaire, pas seulement utopique, mais concrètement jouée dans la pratique de tous les jours. Nous avons en effet une exigence de coopération parce que nous avons un devoir de mémoire et un devoir de respecter l'héritage qui nous a été apporté par une histoire commune, dont tu as parlé, avec donc un patrimoine au départ qui était commun, puisqu'il y avait vraiment un cousinage entre les Savoies et la vallée d'Aoste. Et il y avait aussi une volonté d'échange économiques et commerciaux. Et le principal élément de ces échanges, c'était la langue française. La langue française pour laquelle vous faites beaucoup d'efforts. Et c'est vraiment très émouvant de voir tout ce que vous pouvez faire pour justement faire valoir à la fois le français, mais aussi le franco-provençal en Val d'Aoste. Et je pense que l'aspect culturel est certainement aussi important que l'aspect juridique, et il doit y avoir des points communs. Et si l'on veut justement préparer l'avenir et préserver les générations futures, c'est certainement dans ces aspects de collaboration culturelle et juridique que l'on peut avancer. Oui, je voulais seulement confirmer cette évaluation parce qu'on s'est retrouvé sur ce sujet, sur cette bouquin, comme des nouvelles savoyards, si vous voulez, parce que moi, je viens de vallée vaudoise, où on parle le français, la tradition de parler français, et Robert de la Val d'Aoste et Bruno de la Savoie. Donc c'est une façon de se retrouver les vieux Savoyards qui retournent, si vous voulez, à en discuter, à faire des recherches ensemble. Donc c'est fascinant ça. La langue, c'est très juste ce que dit Michael à l'instant, et la langue française est pauvre par rapport à l'idiome italien, parce que nous n'avons qu'un mot pour dire la Savoie, là où, chers amis, vous en avez deux. Oggi siamo savoiardi qui in Passy, mais la tua storia è sabauda. Sabaudo, c'est la Savoie dynastique, c'est la Savoie politique, et la Savoie, en italien, c'est la Savoie géographique, c'est-à-dire que c'est cette petite province qui était la partie d'un tout. Et de ce côté-ci du Mont Blanc, eh bien, la sémantique nous empêche souvent de comprendre cette réalité sabauda, un'altra realtà. Il y a une différence, enfin, le question de langue
me passionne, vous l'imaginez. Il y a une différence quand même, c'est que je ne parlerai pas l'italien parce que l'italien n'est parlé que dans un seul pays. Si on prend l'allemand, il y a une conférence internationale. La Suisse aussi. Ah oui, la Suisse, pardon. On n'a pas oublié nos amis tessinois. Absolument. Si l'on prend, mais en tout cas, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas la réponse pour l'italien, je vais dire comme ça. Pour l'allemand, il y a une conférence internationale qui réunit régulièrement les pays de langue allemande, c'est-à-dire la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, et je crois qu'il y a les Pays-Bas également, semble-t-il. Peut-être le Liechtenstein, enfin bref. Et ces pays se réunissent quand il y a besoin pour définir ensemble les règles d'évolution de la langue de manière politique et démocratique. Pour la langue française, qui est parlée en France, mais aussi en Italie, en Suisse, au Canada, etc., c'est très différent. Nous avons l'Académie française, instituée du temps de la royauté, donc j'ai eu l'occasion d'y assister, donc sous la protection, donc non plus du roi, mais du président de la République, c'est extrêmement solennel, c'est à Paris, et il n'y a pas de représentation politique des autres pays qui ont en commun la langue française. Alors si, il y a bien sûr l'Organisation internationale de la francophonie, mais qui est une organisation politique, mais qui ne gère pas la langue, qui à partir du patrimoine commun de la langue prend des initiatives culturelles, etc. Mais la manière de faire évoluer la langue, de reconnaître son état, etc., ce que font les Allemands dans une conférence internationale, par des diplomates assistés de linguistes, de diversités, etc., se fait à Paris, quai Conti, en franco-français, même si dans l'Académie française, il y a maintenant un haïtien, enfin il y a des gens d'un libanais, il y a des gens de différentes nationalités. Mais voilà, mais c'est depuis Paris, et dans une instance qui est royale, si je puis dire, dans son histoire et même dans son mode de fonctionnement. Donc c'est complètement différent de la manière dont ça évolue pour l'Italie. Et la centralité de Paris sur la gestion de la langue est quand même quelque chose d'extrêmement frappant si on la compare à l'allemand. Et peut-être à l'Italie. Et un Italien a été reçu à l'Académie française, c'est Maurizio Serra. Oui, qui on va lui donner la laurea honoris causa le 23 septembre. Et il va vous traduire le livre en français. Ah oui. En tout cas, l'aspect culturel est vraiment très important. Et bref, il aurait fallu continuer à parler latin, c'est ça. Oui, voilà, la langue de l'Europe, c'est... Alors oui, la langue de l'Europe, c'est le latin, ou surtout, comme disait Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. En tout cas, l'aspect culturel est très important. Et, tu parlais tout à l'heure de la roche, de la qualité de la roche, et cela nous renvoie à nos amis les artistes de la Vallée d'Os qui exposent actuellement au gymnase et au Parvis des Fils. Et je vous invite à aller effectivement admirer les schistes, notamment de Donato Savini. Auriez-vous des questions à poser lorsque l'heure tourne et puis on a passé une heure de conversation? Oui. Oui, il y a un sommet dans les Alpes qui est frontalier entre la Suisse, la France, l'Italie, c'est je crois le Mont Dolent. C'est ça. Est-ce que quand cette frontière a été tracée, ça a posé des petits problèmes? Et est-ce que le même principe ne pourrait pas s'appliquer au Mont Blanc, à savoir que la frontière passe réellement au sommet du Mont Blanc? Donc, je reformule la question, la frontière doit-elle passer au sommet du Mont Blanc? Historien du droit. En prenant l'exemple sur le Mont Dolent qui est... C'est ce qui avait été prévu en 1860. Ça semblait tomber sous le sens pour les plénipotentiaires. Et voilà, les prétentions françaises ont été progressivement celles du grignotage, en quelque sorte, de cette réalité initiale, cette volonté initiale. Dans la région dans l'Est donc de ce massif, la question là, de la délimitation frontalière est un petit peu plus ancienne, puisque le Bas-Valais faisait partie des États de Savoie au Moyen-Âge, mais suite à tout un tas de péripéties politiques, il y en a eu beaucoup à l'époque moderne, la séparation donc du Valais et des États de Savoie, ou plutôt les princes de Savoie ont perdu leur souveraineté sur le Valais entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. C'est lié à la Réforme, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des villages comme Saint-Gingolf qui sont coupés en deux, ce sont un peu des bizarreries historiques. Mais c'est vrai que la question là n'a jamais été
urticante à l'époque où la délimitation frontalière a été faite dans la région du Mont-Dolent, parce que c'était l'époque où seuls quelques cristalliers ou chasseurs chamois locaux se souciaient de ces montagnes, et même les cartographes, je le disais tout à l'heure, ignoraient complètement leur existence, ou se gardaient bien d'y aller d'ailleurs. Les monts maudits avaient beaucoup plus peur qu'autre chose. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais initialement, bien sûr, l'esprit des plénipotentiaires était bel et bien de faire passer la frontière par le sommet du Mont. Il y avait d'autres questions. Il a fallu les jets de foi d'ailleurs pour que les monts ne soient plus maudits. Oui, bien sûr. Explorer. Roberto le disait tout à l'heure, hein, Genève a inventé le Mont Blanc. En tant qu'alpiniste et guide de montagne, je peux que vous féliciter pour cette proposition. Vous savez qu'en 2020, il y a 4 ans, on a classé l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce qui voulait dire qu'on revendiquait pour l'alpinisme finalement l'accès aux montagnes partout, etc. Au même moment, à quelques mois après, on nous a conduit côté français, à l'initiative de Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais, et du gouvernement français, on nous a conduit à un arrêté de protection d'habitat naturel avec extrêmement coercitif sur la pratique de l'alpinisme sur le Mont Blanc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous bivouaquez dans la zone naturelle italienne, vous êtes passible, si vous bivouaquez là, de 300 000 € d'amende. C'est écrit noir sur blanc sur l'arrêté en question. Et il y a cette réglementation, donc effectivement, si dans le futur, on pouvait casser d'une part cet arrêté et repartir sur cette globalisation, parce que je pense que, connaissant l'atavisme de la région Achoulet pour la commune de Saint-Gervais, ça va être compliqué de remettre la frontière au sommet du Mont Blanc et que Saint-Gervais abandonne à l'Italie cette prérogative qui sont actuellement sur les cartes françaises et sur les cadastres français. Donc ça me paraît une solution extrêmement élégante que vous proposez, et tant mieux. Je pense au niveau des alpinistes, des guides, de pas mal de monde qui se sont opposés à cette APHN, on serait extrêmement heureux s'ils lui habitent. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'un institut français comme l'Institut de l'IGN est très embêté dans la délimitation de ces cartes, et qu'en fonction des différentes collections de cartes que vous achetez, la frontière passe par le sommet du Mont Blanc ou respecte les hachures. Les topographes de l'IGN ne savent pas vraiment sur quel pied danser. C'est symbolique, mais c'est intéressant. J'en profite pour rappeler le très beau livre de Jean-Franck Charlet sur les cristaux. Oui. Les cristaux sans frontières. Les cristaux sont universels. En même temps, c'est pas parce que serait adoptée une réglementation, un statut européen ou que sais-je, que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de réglementation sur la zone. Et je ne suis pas sûr qu'une réglementation, je pousse le bouchon un peu, mais je ne suis pas sûr qu'une réglementation définie à Bruxelles serait nécessairement moins contraignante qu'une réglementation définie unilatéralement à Paris. Mais sur ce sujet, je peux répondre. Il n'y aurait pas une réglementation de l'Union européenne sur ce sujet. Donc là, c'est seulement une inscription symbolique, si vous voulez, dans la liste des patrimoines de l'intégration européenne. Donc la responsabilité de la sécurité sur les sommets serait au CETA. Et on n'aurait pas la réglementation de l'Union européenne à ce sujet. Mais au lieu que l'appui de guide, ce serait essentiel pour une proposition en cette direction, parce que c'est tout à fait une dimension, si vous voulez, symbolique, qu'on appelle l'alpinisme, parce que tout a commencé avec le Mont Blanc, la chanson au Mont Blanc. Donc c'est un peu l'identité, c'est la culture, ce qui nous fait des Européens aussi, pas seulement des Français ou des Italiens. Donc c'est ça aussi, c'est ça la proposition qu'on fait. On a fait. Merci. Oui, juste une petite question. On parle de la zone contestée du Mont Blanc. Moi, je découvre personnellement qu'il y a effectivement une zone a priori contestée au niveau du comité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est en Massif et ailleurs à la première. On remonte la première page, on le voit bien, parce qu'il y a 3 qui sont contestés. Il y a eu une contestation il y a quelques années, vous savez, sur le plateau du Géant, à côté de la Pointe-Bronner.
Parce que les cartes, elles définissent que la frontière, c'est la corniche, qui est là du col du Géant. Or, si on parle de la ligne de partage des eaux, la corniche a fondu, le glacier a basculé, et maintenant, clairement, la goutte d'eau qui tombe côté italien sur 300 mètres de la corniche, elle tombe côté italien et du côté français. Et là-dessus, donc, il y avait un libre accès depuis le nouveau téléphérique du Skyway d'Elbronner à sur le glacier. Et la commune de Chamonix s'en est émue et a dit attendez, on va mettre une barrière et empêcher les touristes d'aller marcher sur le glacier parce que je vais être responsable. Le maire a dit je vais être responsable. S'ils tombent dans les crevasses, c'est chez moi. Et là, le soir même, l'ambassadeur d'Italie a téléphoné au maire de Chamonix en lui disant ça y est, vous envahissez l'Italie. Vous avez conduit un arrêté de la commune de Chamonix sur le territoire italien. Allez voir, la ligne de partage des eaux s'est déplacée de 300 mètres. Maintenant, c'est en Italie, c'est un nouveau retard de pas. Il y a pas mal d'exemples comme ça, effectivement. Vous évoquez le glacier des Patagonies ou ailleurs, où la fonte des glaciers fait que la frontière, si on parle de partage. On va se poser en Himalaya. Oui, partout. D'où l'intérêt d'avoir une réflexion globale sur la modification du climat. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait demander à nos amis un mot de conclusion, une utopie pour nous comprendre l'avenir. Finalement, vous avez utilisé le mot responsable. L'utopie serait que l'on soit tous qui sommes directement concernés, surtout les populations qui vivent autour du Mont Blanc. On élargit bien sûr notre regard, on ne restera pas à une vision purement villageoise, mais ce sont des collectivités plus larges qui doivent être les véritables régulatrices de la vie à la montagne, dans la mesure où elle doit être réglée, parce que ce n'est pas obligatoire de tout régler dans le moindre détail, mais il faut que certaines règles soient établies, notamment dans le sens de la sécurité, d'une gestion intelligente, et ces règles doivent trouver une instance collective, une instance inclusive. On aime bien Bruxelles, bien Paris, bien Rome, mais il y a des choses qui se comprennent mieux ici et qui doivent être discutées. L'idée d'avoir, non pas une république du Mont Blanc, je ne vais pas évoquer des idées qui pourraient susciter quelques frissons, mais l'idée qu'il y ait une instance collective de réflexion, de discussion, un forum, qui peut introduire des solutions administratives qui ne soient plus le fruit de telle ou telle autre commune, plus ou moins éclairée sur un petit bout de terre, mais qui soit étendue, élargie à l'ensemble du massif ou à la partie que nous souhaitons régler au mieux. Eh bien, ça me paraît une utopie responsable et viable aussi. Il y a moyen d'y parvenir. Il faut que chacun fasse peut-être un petit pas en arrière, mais c'est dans la nature des choses et c'est dans l'histoire des Alpes. Les amis suisses nous l'ont bien enseigné. Il faut se défendre en faisant un fédus, un pacte. C'est ça qui peut être à l'origine d'une solution meilleure. Les souverainetés nationales que nous connaissons, les grands pays européens, ont une autre histoire, une autre logique, qui est une logique guerrière. Nous sommes des populations plutôt pacifiques qui peuvent s'entendre, qui peuvent dialoguer, qui peuvent faire la toile de ce droit alpin, de ce droit de la montagne, qui sera finalement bien aménagé et bien adapté à nos besoins et aux besoins de toute l'humanité, parce que nous sommes aussi les gardiens de quelque chose qui est dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Une utopie culturelle? Avant l'aspect culturel, je voudrais dire une chose. C'est très beau comme projet, unificateur européen, sur le plan symbolique. Mais après, il y a des questions pratiques. Pour moi, la sécurité en montagne, c'est un sujet. Il y a des enjeux économiques derrière. Qui est-ce qui va secourir les gens qui sont de l'un ou de l'autre côté de ce territoire, à l'intérieur, à l'extérieur? On a vécu ici, dans cette région, la catastrophe du Mont Blanc, où
les responsabilités de deux côtés étaient un peu, enfin pour moi, incompréhensibles, parce qu'il n'y avait pas de coordination de ces cours de part et d'autre. Je crains que ça pourrait créer des problèmes de ce genre. Alors, on a développé ce sujet il y a 2 ans et je peux vous renvoyer sur le site du salon, www.salondulivreclassique.com. Vous regardez le salon en vidéo et vous retomberez sur la table ronde que nous avions faite il y a 2 ans et où Roberto détaillait les besoins d'une coopération en matière de sécurité entre nos 2 entités juridiques. Et tout à l'heure, on a ébauché le sujet, mais pour ne pas être redondant par rapport à ce qui a été dit il y a 2 ans, il n'a pas poursuivi, effectivement, pour ne pas répéter ce qu'on fait la même chose. Donc, là, une utopie culturelle. Le Mont Blanc est plus grand que nous. Le Mont Blanc nous appartient à nous qui habitons autour, mais il appartient aussi à tous les Européens, pour ne pas dire plus large. Et dans l'imaginaire, d'ailleurs, si vous interrogez les gens, pas ici, mais mettons au Mans ou à Armentières, les gens vous diront, le Mont Blanc, oui, c'est là où se réunissent la France, l'Italie et la Suisse. C'est pas vrai géographiquement ni politiquement, mais c'est vrai dans l'imaginaire. Peut-être même que si on posait la question en Italie, dans le sud de l'Italie, la réponse serait un peu la même. Le Mont Blanc, c'est là où se réunissent ces 3 pays. On qualifie facilement le Mont Blanc, quand les journalistes n'ont pas d'imagination, veulent éviter une répétition, le toit de l'Europe. On y a droit tous les jours, sans vraiment s'interroger sur ce que ça veut dire. Enfin, pour qu'il y ait un toit, il faut quand même qu'il y ait aussi des murs et des fondations et une charpente. Enfin bref. Donc le Mont Blanc, c'est l'endroit où se rejoignent symboliquement 3 frontières, une seule langue et un mode de vie autour, qui est un mode de vie montagnard, une économie fondée sur la vache, etc. Je ne vais pas enfoncer toute une série de portes ouvertes. C'est donc un territoire qui a une identité extrêmement forte, et sans renoncer à la citoyenneté politique à laquelle chacun a le droit d'être attaché. C'est aussi l'endroit où, effectivement, par la culture au sens le plus large du terme, on est en droit d'inventer une couche supplémentaire d'appartenance. On n'est pas très vite de revoir le duché de Savoie et le royaume de Sardaigne. Non, l'histoire ne bégaye pas. Elle ne repasse pas les plats de manière identique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a dans l'histoire des entités géopolitiques des réalités qui sont des réalités, qu'on le veuille ou non, géographiques. Et on le voit bien aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, Mickaël est plus compétent que moi pour répondre? Est-ce que l'Europe vers laquelle nous allons sera l'Europe des nations? Est-ce que ce sera l'Europe fédérale? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il y a sur l'aire géographique qui a permis autrefois le développement des États de Savoie une réalité. Il y a une réalité humaine et qui parcourt les âges. En fait, la parenthèse de l'État-nation est une parenthèse de 2 ou 3 siècles qui est en train de se refermer. On parlait de la notion de frontière tout à l'heure. Dans l'imaginaire médiéval, la frontière, c'est une zone de conflit, c'est une zone de confins au sens français du terme, une zone floue, hein, qui est mal définie. En réalité, la délimitation frontalière est l'espèce de cristallisation sur la carte de cette ligne. On ne va pas faire ici un cours d'histoire du droit, mais c'est le renouveau de l'État moderne, du droit romain, c'est le renouveau de la propriété exclusive. Hein, et les princes veulent carrer leur pré, c'était ce que disait Vauban à Louis XIV, notamment côté français, mais à l'époque de Victor Emmanuel II, à Turin, on disait à peu près la même chose, il faut carrer son pré, c'est-à-dire rendre visible la clôture, quoi, hein, et donc la sanctification du territoire national. C'est quelque chose qui est en train, on voit bien sous nos yeux, de se déliter, ce qui ne veut pas dire que le patriotisme n'existe plus, mais sur le plan juridique, il y a une parenthèse qui se referme, c'est évident. Mais justement, pour remercier les personnes qui sont restées avec nous pendant cette matinée pour votre intérêt qui vous fait très plaisir.
Et donc, merci, un grand merci pour votre patience. Merci à nos invités, merci à Robert, à Michele, à Bruno et à François. Je pense que l'avenir doit se faire sur le sens de l'ouverture, dans le sens de l'ouverture, et si l'Europe doit permettre de sauvegarder le Mont Blanc, ce n'est pas pour autant qu'il faudra rebaptiser Bruxelles Mont Blanc. Rendez-vous au stand de la Vallée d'Ost pour faire dédicacer leur très beau livre et puis surtout pour déguster un vin de Brest, qui est offert par la région de